Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde que nous avons préalablement enregistré. Et oui, nous sommes au cœur de l'été et de ces estivales de géopolitique sur Radio Courtoisie. Nous avons tenu à produire néanmoins des contenus originaux qui n'ont jamais été diffusés à l'antenne. Et ce, malgré le début des JO qui éreintent la capitale. Je salue au passage les héroïques Parisiens qui ont tenu à rester à Paris malgré cet événement qui restera assurément dans l'histoire de France de sinistre mémoire. Nos élites ont perdu même la capacité à bâtir pour l'occasion une sorte de village Potemkin à des fins de propagande mondialiste. Et c'est tant mieux. Merci à Jocelyn pour la réalisation technique de ce libre journal. Je voudrais bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques, exclusivement par courriel électronique. On ne manquera pas de vous répondre avec notre invité du jour. Je dis nous, non pas parce que c'est un nous royal, mais parce que j'ai la chance pour mener à bien cet entretien de bénéficier à nouveau du concours expert et toujours bienveillant de Laurent Arthur Duplessis, journaliste géopolitologue. Vous le connaissez tous sur Radio Courtoisie, bien évidemment, puisque c'est le patron d'émission du Libre Journal de la crise sur Radio Courtoisie. Eh bien, bonjour Nicolas, c'est avec joie que je vous accompagne. Écoutez, une émission qui sera au seul format du grand angle. Je rappelle que vous pouvez me retrouver par ailleurs et durant tout l'été, du lundi au vendredi, en direct à 13h sur GPTV pour notre revue de presse quotidienne, en compagnie de Raphaël Beslu, le directeur de la rédaction du magazine des géopolitiques profondes. On va, avant échanger peut-être quelques instants, mon cher Laurent, avant d'ailleurs de faire participer notre invité principal à nos échanges sur ce sujet, que l'on va accueillir dans un moment, puisque nous enregistrons finalement ce dimanche 14 juillet, et nous avons, la veille, dans la nuit pour nous, appris donc cet attentat contre le candidat à l'élection présidentielle américaine de la fin de l'année, Donald Trump, fort heureusement qui a échoué. C'est le fait d'un miracle, indéniablement. Et ça, j'insiste à chaque fois que je vais parler sur ce sujet, sur l'aspect miraculeux, finalement, de ce qui s'est passé. Parce qu'il aurait dû, normalement, au vu du nombre de balles, probablement avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il s'en est sorti pratiquement, je dis bien pratiquement, de façon indemne. Il en ressort un personnage légendaire, historique, ce point dressé, le drapeau américain, l'oreille ensanglantée. Cette image, évidemment, elle a déjà fait 100 fois le tour du monde. Elle lui permet probablement de prendre un avantage peut-être décisif sur cette élection présidentielle de la fin de l'année aux États-Unis, qui lui permettrait d'être à nouveau président des États-Unis d'Amérique. Un élément par rapport à ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur cet attentat, que je voulais porter un petit peu à votre information. Et c'est ce qu'a dit Maria Zakharova sur ce qui s'est passé. Elle demande, elle encourage l'Amérique à faire l'inventaire finalement de sa politique d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et les peuples. Maria Zakharova, donc porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a dénoncé, dans ce cadre, le soutien américain à l'Ukraine, qu'elle accuse de fomenter des attentats contre le président russe. Peut-être, dit-elle, vaut-il mieux utiliser cet argent pour financer la police américaine et d'autres services censés assurer la loi et l'ordre aux États-Unis. On ne s'attendait pas à autre chose, évidemment, de la part des Russes, mais alors que tout le monde nous explique que finalement, cet acte est une atteinte à la démocratie, comme lorsqu'on coupe la tête, je disais à un professeur, on dit que c'est une atteinte à la République. Non, c'est d'abord l'atteinte à un homme, à une institution, par exemple, qu'est l'éducation nationale pour la France, et là, à ce qui est un président, un ancien président et à nouveau candidat à l'élection présidentielle, et pas des moindres, puisqu'il est en tête des sondages aujourd'hui face à Joe Biden. Et c'est ça, à mon avis, avant tout, qu'il faut rappeler. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, oui, Laurent ? Oui, en effet, tous les observateurs de la vie américaine s'accordent à dire qu'au fil des dernières années, les clivages entre deux camps se sont approfondis et qu'il y a un climat de détestation réciproque de chaque camp vis-à-vis de l'autre,
au point que ça traverse les familles, ça traverse tous les groupes. Comme à l'époque de l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui revient sous d'autres fondements, mais pareil, des familles se fâchent, des frères, des sœurs ne se parlent plus, des repas familiaux deviennent des enfers, et l'Amérique est à nouveau en proie à une sorte de nouvelle guerre de sécession verbale, rhétorique. Il ne faut pas oublier que la guerre de sécession de 1861-1865 a été un socle de la construction de la nation américaine. Cette guerre de sécession a fait quelques 650 000 morts. Ça a été la guerre la plus meurtrière que les États-Unis aient conduite. C'est la guerre civile. Ce n'est pas les guerres internationales. Et cette guerre de sécession elle-même a gardé a maintenu une empreinte très profonde sur la psyché américaine. Et par ailleurs, les Américains sont des gens tout de même de tempérament violent, qui sont très armés. En plus. Et ce sont des gens violents, et ce sont des gens qui ont gardé la génétique des cow-boys et des pionniers de la conquête du Far West. C'est peut-être pour ça qu'ils dominent le monde. Et oui, sans doute aussi. Et alors là, maintenant, il y a à nouveau ce climat de bipartition, cet affrontement de deux camps comme du temps de la guerre de sécession ou comme l'affaire Dreyfus chez nous en France au XIXe siècle, la fin du XIXe siècle. Et cette violence rhétorique qui imprègne le discours politique américain, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, ça se traduise par une tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump, nonobstant tout de même des considérations, des questionnements, disons, sur les conditions de cet attentat qui sont tout de même curieuses. Parce que les impérities des mesures de sécurité qui avaient été prises contrastent beaucoup avec le haut niveau technique des services de sécurité américains pour la protection quand même des présidents. Et là, il y avait un bâtiment qui n'était pas sécurisé à 150 mètres de Donald Trump. Et je ne comprends pas pourquoi il n'était pas sécurisé, ce bâtiment-là. Mais c'était attendu. Moi, combien d'interlocuteurs me disaient « mais ils vont le tuer » ou « ils vont chercher à le tuer ». Oui, c'est pour ça que moi je pense que une partie de l'État profond américain a un peu manipulé un jeune ahuri de 20 ans de manière à... Ils ont perdu la main alors, parce qu'à l'époque de Kennedy, déjà il n'y avait pas un tireur, il y en avait 3 ou 4 minimum, et ils ne rataient pas leur cible. Oui, alors effectivement, ils ont sans doute perdu la main. C'est digne du Mollah Omar, là, oui. qui s'enfuit dans le désert afghan avec son scooter. Et on peut d'ailleurs remarquer que pour l'assassinat de Kennedy, c'est la thèse officielle de Lee Harvey Oswald, ce malheureux pigeon qui porte le chapeau comme ayant été l'unique tireur. Et qui n'a peut-être même pas tiré. Voilà. Eh bien, cette thèse officielle a toujours cours. Oui. Elle n'est toujours pas remise en question officiellement. Vous êtes un complotiste. C'est comme la sénilité de Joe Biden. Il y a encore quelques jours, vous étiez taxé de complotiste si vous considériez qu'il y avait peut-être une petite dégénérescence sénile. Mais alors, figurez-vous que je me revendique complotiste. Ah. Je réclame le titre de complotiste. Est-ce que le livre journal de la crise ne pourrait pas être rebaptisé d'ailleurs dans ce cas-là? Parce que moi qui suis féru d'histoire, je constate que l'histoire de l'humanité est jalonnée de complots. Bah non, mais ça, bien sûr. Jalonnée de complots. Dernière question avant de passer à notre invité. Est-ce que, puisque vous parliez de guerre de sécession, de guerre civile, ceux qui parlent d'un risque de basculement à nouveau des États-Unis dans une guerre civile, il y a eu l'épisode du Capitole, ces élections contestées de 2020, est-ce qu'on est à nouveau à deux doigts d'une possibilité de guerre civile ? En tout cas, moi je crois que si l'oligarchie mondialiste qui notamment prive le peuple américain disons, ne donne pas droit aux desiderata du peuple américain, si cette oligarchie mondialiste maintient son emprise, ça va exploser, la marmite va exploser. La marmite américaine, c'est tout de même un arsenal d'armes individuelles colossal.
Tout le monde, presque tout le monde a des fusils automatiques. Oui. Il faut voir ce que c'est qu'un fusil automatique. Hein. Ça tire par rafale et ça fait du dégât. Vous entrez dans une armurerie, vous achetez un AK-47, vous achetez ce que vous voulez. L'Amérique regorge d'armes. Et alors, si on en venait aux mains, c'est aux armes, si je puis dire, on peut imaginer le carnage. Hein. Eh bien, merci Laurent. On va continuer évidemment avec notre invité. L'invité du jour, Claude Janvier, essayiste, polémiste, chroniqueur permanent sur la chaîne TV ADP. Il intervient également dans divers médias nationaux, internationaux. Hein. Claude Janvier, doté d'un solide humour noir. Et ça, on va pas se priver de l'écouter et de rire avec lui de bon cœur, je pense, aujourd'hui. Disciple de Pierre Desproges et l'auteur d'au moins 4 ouvrages à succès, dont 2 sont coécrits avec Jean-Louis Zambert. Ces 2 derniers livres, Les Démasqués, qui dirigent réellement le monde, ça va nous intéresser, et L'État profond français, qui, comment, pourquoi. J'aimerais qu'on puisse évoquer ce sujet aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de l'État profond, on parle du deep state américain, on parle rarement de l'État profond français, qui d'ailleurs à une époque Macron moquait en disant « Ah, tout ça c'est de la faute de l'État profond français », même s'il en est la plus parfaite émanation à mon avis. Depuis 20 ans, Claude Janvier fouille, déterre, décortique, analyse l'actualité et se rend sur les lieux de conflit, comme en Syrie, par exemple. Il était, c'est ce que j'ai pu en tout cas trouver sur Internet, partisan de contre-courant, de contre-culture dans les années 70. Il a développé un sentiment de méfiance, et on le saurait à moins au vu de certains épisodes depuis, on va dire, mars 2020, au hasard. Méfiance envers l'État-providence et la société de consommation. En toutes circonstances, il reste fidèle à sa plume alerte et sa devise rebelle. Je râle donc je suis, que j'avoue professionnellement prendre totalement à mon compte. Bonjour Claude Janvier. Eh bien bonjour et merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous avoir. Alors vous nous avez entendu disserter aimablement sur cet attentat qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche en Pennsylvanie, aux États-Unis, contre le candidat à l'élection présidentielle pour un second mandat, puisqu'il a déjà été président des États-Unis, Donald Trump. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cet événement ? Oui, il y a quand même quelques commentaires à faire. J'ai évidemment, comme beaucoup de gens, surpris déjà, dit tiens, Donald Trump, victime quand même d'un attentat sérieux, hein, parce que je crois que le tireur a tiré 8 fois. Il y a quand même une personne qui est morte oui. Dans le public. Il y a 2 personnes sérieusement blessées. Lui, heureusement pour lui, il a une balle qui a dû lui rafler l'oreille, donc il s'en sort bien. Évidemment, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation dans le sens où il y avait un tireur embusqué dans un immeuble pas loin, et comme l'a dit M. Duplessis, cet immeuble, comme par hasard, pas du tout sécurisé. Des témoins qui commencent à parler maintenant, qui commencent à s'exprimer, qui étaient présents lors de ce meeting en Pennsylvanie, ils commencent à souligner que certains d'entre eux ont vu ce tireur embusqué, l'ont signalé à la police, qui, elle, apparemment, n'a rien fait. Alors là, on ne peut se poser effectivement énormément de questions. Voilà, et on en arrive à qui a commandité ou aurait commandité donc cet attentat. Je pense qu'il va falloir aller chercher dans le clan des démocrates, enfin ce qu'on appelle les néoconservateurs américains. Et d'ailleurs, ce qui est quand même intéressant, ce qu'il faut quand même signaler, c'est que depuis les 6 dernières semaines, c'est pas loin, c'est pas long, on a quand même eu le président iranien Ibrahim Raïssi qui est mort dans des circonstances quand même plus que mystérieuses. C'est sûr. Bon. On a eu le président slovaque Robert Fico qui a été victime d'une tentative d'assassinat. Et à bout portant, plusieurs balles dans le ventre, et il s'en est sorti miraculeusement. Voilà. Elon Musk a été victime d'une tentative d'assassinat. Quand même. Le président du Burkina, Ibrahim Traoré, a été victime d'une tentative d'assassinat.
Et le convoi quand même présidentiel qui transportait le Premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, s'est fait percuter et un des motards est mort. Ah, je n'étais pas au courant. Alors, et aujourd'hui, nous avons la tentative d'assassinat de Donald Trump. Alors, si on regarde un peu ce que je viens d'exposer, le point commun entre toutes ces tentatives d'assassinat et ces accidents, entre guillemets, c'est que tous ces hommes luttent contre le nouvel ordre mondial, luttent contre l'oligarchie financière internationale états-unienne anglo-saxonne. Donc, voilà, je laisse à chacun libre cours un peu d'arriver à des conclusions, mais c'est très intéressant de le noter quand même. Voilà. C'est très intéressant de commencer, Claude Janvier, par cela. Avant de commencer nos échanges, je vais lire, si vous le voulez bien, parce que ça va nous permettre de planter le décor et de rentrer très vite dans le sujet. C'est votre 4e de couverture du livre Les Démasqués. Notre planète est-elle dirigée par un groupuscule de financiers nomades et apatrides œuvrant pour l'établissement d'un gouvernement mondial ? T'en viens de parler. Est-elle sous l'empire des propriétaires de Vanguard qui n'aiment pas être sous les feux de la rampe, à savoir les Rothschild, les Orsini, les Bush, la Maison Royale Britannique, les Dupont, les Goldman Sachs, les Soros, avec leur Open Society, les Morgan, les Vanderbilt, les Rockefeller et leurs satellites. Ces familles adeptes des clubs très fermés de l'ostracisme social sont parfaitement identifiées dans la chronologie élaborée par l'auteur, à savoir Claude Janvier. Leurs sociétés tentaculaires, secrètes et discrètes ont pour but essentiel de trouver, d'enrôler et de placer, selon leurs besoins, une élite politicienne à la tête des pays de leur choix, pour exécuter à la perfection les termes de leurs agendas, établis sous l'autorité du Forum économique mondial, de Klaus Schwab et consorts. Bon, on pourrait presque dire qu'il y a derrière ces 13 familles, peut-être parmi les fameux commanditeurs dont on parlait. On ose à peine le dire. Est-ce que vous voulez lancer un peu les salves d'interrogation à notre ami Claude Janvier ? Eh bien oui, Claude Janvier pointe le cœur du dispositif oligarchique mondialiste et financier. C'est justement cette structure Vanguard que finalement le public ne connaît absolument pas et cette structure ne veut surtout pas être connue du public. Et si on peut parler de marionnettistes du mondialisme, ils sont là, ce sont eux, ces marionnettistes du mondialisme, car en effet, comme Claude Janvier le démontre très bien dans son excellent ouvrage, eh bien, le Vanguard a des participations dans des structures, alors que l'on connaît beaucoup plus comme BlackRock, qui est une gigantesque structure d'investissement. Et BlackRock contrôle une quantité phénoménale de sociétés. Et il y a d'autres structures comme BlackRock qui font de même. Et l'on voit que cette structure de contrôle qui part des 13 familles de Vanguard et qui aboutit à un ruissellement de prise de participation, à une cascade de prise de participation qui s'étendent dans presque le monde entier, cela montre où est le vrai pouvoir actuellement dans le monde d'aujourd'hui, et Claude Janvier le dépeint très bien. Eh ben, il va continuer à le dépeindre, et puis petit à petit, on ira peut-être sur un des thèmes du jour, qui est l'influence de ces familles, non pas de ces 13 familles, en tous les cas, avec les conflits qui nous occupent aujourd'hui, dont l'Ukraine. Claude Janvier. Oui, eh bien, donc, on en arrive à la haute finance internationale, effectivement. Donc, je m'y suis intéressé parce que j'ai pu constater que depuis 3 ou 4 décennies, le paysage de la haute finance internationale a considérablement changé, a considérablement évolué avec l'émergence, effectivement, de monstres financiers comme BlackRock, le premier, Vanguard, le deuxième, et State Street, le troisième. Et c'est vrai que tout le paysage, effectivement, de la haute finance internationale a considérablement changé
avec ces énormités financières. Il faut savoir que BlackRock gère à peu près 9 000 milliards de dollars aujourd'hui pour un peu plus d'une trentaine de millions d'investisseurs, ce qui est quand même énorme. Effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, BlackRock a des participations dans toutes les entreprises, les grandes entreprises occidentales. Quelques-unes a des participations aussi en Asie. Bon, c'est un peu plus difficile pour eux pour l'instant de rentrer en Russie et pour cause, de rentrer en Chine aussi et pour cause également. Mais ils sont quand même très présents au Japon, très présents dans les anciens pays du Commonwealth, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est vrai qu'ils gèrent, c'est assez monstrueux, BlackRock aujourd'hui à pignon sur rue, y compris chez nous. Donc en France, à Bercy, mais ça on va y revenir tout à l'heure parce que là on va faire un petit dérapage plus tard sur l'état profond français. En attendant, BlackRock, ce qui est ennuyeux, c'est qu'ils ont mis au point un super logiciel qui s'appelle Aladdin, qui est un acronyme en fait, qui s'appelle Asset Liability, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet acronyme, ils ont réussi à le faire coller avec, vous savez, la fameuse légende du fils du pauvre tailleur qui s'appelle Mustapha, qui frotte sa lampe à huile, qui fait apparaître un génie qui va exaucer tous ses désirs, la fameuse légende merveilleuse d'Aladin. Ils ont réussi à faire coller cet acronyme avec cet élan, avec cette histoire merveilleuse. Et ce qui fait que dans le subconscient collectif, quand BlackRock présente son super logiciel Aladdin, dans le subconscient collectif, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors, c'est quoi ce super logiciel ? C'est 5000 ordinateurs branchés en réseau, il faut le savoir, gérés par 2500 personnes qui travaillent, qui sont donc des employés de BlackRock, dans des lieux tenus secrets. Il faut le savoir. Je ne suis pas arrivé, et moi et d'autres, nous ne sommes pas arrivés à savoir exactement là où ils sont. Ils sont entre les fleuves Missouri et Mississippi, puisqu'ils ont besoin d'énormément d'eau pour refroidir un peu tout le système. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5000 ordinateurs font la pluie et le beau temps sur les bourses internationales. Ah oui. C'est-à-dire que ils faussent en fait tous les cours de toutes les bourses internationales. C'est-à-dire que ce sont des robots et la moindre hausse, ils engrangent. Comme il y a des millions de dollars derrière, chaque jour leur rapporte des millions de dollars. La moindre baisse, les robots s'arrêtent. Comme ça, ils ne perdent pas beaucoup d'argent. Et dès que ça repart à la hausse, ces super ordinateurs engrangent. Mais ça fausse en réalité toutes les bourses internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de l'analyse du trading comme on le faisait il y a 40-50 ans. C'est-à-dire qu'à 40-50 ans, on pouvait s'intéresser à une société, se dire, tiens, oui, je crois en son produit, je crois en son PDG, etc., en ses actionnaires, oui, d'accord, je vais acheter quelques actions. Voilà, on faisait ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de faire une analyse fondamentale, puisqu'en fait, tous les cours sont faussés. C'est-à-dire qu'une entreprise, une start-up aujourd'hui qui va être cotée en bourse peut très bien avoir un produit qui ne va pas être, ma foi, plus que ça original, mais son action va s'envoler parce que derrière, c'est poussé par les ordinateurs de BlackRock. Donc, c'est un véritable fléau. Ce géant financier est un redoutable fléau. Et effectivement, nous en arrivons au deuxième fléau qui est encore pire que le premier, c'est-à-dire Vanguard. Puisque Vanguard, je m'y suis intéressé. Et je m'y suis intéressé parce que ce qui m'a attiré l'œil, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Ben oui. Alors, je me suis dit, comment un monstre financier comme Vanguard ne peut pas être coté en bourse ? Il faut savoir que Vanguard gère 7000 milliards d'actifs pour à peu près un peu plus d'une trentaine de millions d'investisseurs. Alors, Vanguard a été créé en 75 de mémoire par un monsieur qui s'appelait Boyle, qui, en fait, ce nom n'apprendra rien à personne. Moi, m'a rien appris. J'ai recherché un peu le conseil d'administration de Vanguard. Je me suis aperçu, c'était des gens qui ont fait beaucoup d'études, qui ont des CV longs comme le bras au niveau des hautes études commerciales, etc. Mais en réalité, quand on commence à creuser un peu, on arrive à découvrir que les capitaux de Vanguard, au départ, ont été amenés par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Je pense que le grand public en connaît au moins deux, si je parle de la dynastie Rothschild et de la dynastie Rockefeller, celles-ci sont largement connues du grand public. En revanche, celles qui sont moins connues, comme Vanderbilt, Orsini,
Celles-là, ma foi, elles sont beaucoup moins connues. Dupont de Nemours est présent dans ces deux grandes familles. Cette famille était relativement assez connue dans le monde industriel, puisque c'était un grand groupe industriel français. Après, sans surprise, nous avons la famille royale d'Angleterre, la City de Londres. Nous avons... Alors, récemment, ils ont coopté la famille Bush, parce qu'il faut savoir, ils se cooptent entre eux. Oui. Ça, c'est très intéressant. Et nous avons la famille Morgan. Enfin, voilà à peu près le noyau dur. Donc, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Soros aussi. Il y a Soros. Alors, Soros, je ne le place pas sur le même niveau. C'est-à-dire que là, les 13 grandes familles, c'est vraiment les 13 grandes familles qui détiennent réellement Vanguard et qui, en fait, vont accepter une famille selon leur bon vouloir. Mais en dessous, juste en dessous, ils ont leur valet, je dirais, ultra friqué, entre guillemets. Bill Gates, d'un côté, qui lui est un grand spécialiste, comme tout le monde le sait, du domaine de la santé, puisqu'il faut savoir quand même que Bill Gates, aujourd'hui, finance aux 2/3 l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS, aujourd'hui, avec sa fondation Bill et Melinda Gates, et aussi la Gavi, et je rappelle ici que la Gavi est une fondation totalement créée par Bill Gates, en fait, Bill Gates contrôle à peu près les 2/3 de l'OMS, aujourd'hui, financièrement parlant. Donc, il contrôle. Mais pour vous, Gates, c'est un obligé de ces 13 grandes familles, et rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Il est effectivement, les 13 grandes familles sont au-dessus. Parce que si vous remarquez bien, ces 13 grandes familles, on n'en entend quasiment jamais parler. Orsini, par exemple, c'est vrai, quand on va chercher sur Internet, on trouve tout un tas de choses, dont la vipère d'Orsini, qui est une vipère européenne. Très venimeuse. C'est vrai que l'image est bonne. Celle-là, j'y avais pas pensé. Vous voyez, ça peut rentrer dans l'humour, effectivement, un peu décapant. Ouais, c'est ça. Mais il est vrai qu'on parle plus facilement de Bill Gates. Si je commence à parler de Bill Gates, tout le monde me dit « Ah oui, Bill Gates, on a entendu parler ». Et Bill Gates, c'est vrai que il est juste en dessous. Mais lui, il a une fortune colossale aussi, Bill Gates. Mais vous remarquerez que Bill Gates est noté dans le magazine Forbes comme une personnalité très riche, puisque le magazine Forbes fait effectivement le palmarès des gens les plus riches au monde. Et vous remarquerez que ces dynasties, les fameuses dynasties Vanguard, ne sont pas notées, cotées par le magazine Forbes. Donc elles sont au-dessus. Et vous avez donc Bill Gates, donc domaine de la santé et domaine aussi des plantes, en fait. Parce que Bill Gates, avec Monsanto à l'époque, Monsanto a changé de nom aujourd'hui, parce que le nom de Monsanto n'avait pas bonne presse. C'est sûr. Et donc, Monsanto, maintenant ça s'appelle Bayer, ça fait partie de Bayer. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années déjà, Bill Gates avait racheté avec Monsanto une île perdue au large de la Norvège, qui s'appelle Svalbard. Cette île perdue, où il fait moins 30 degrés, ils ont fait construire un bunker absolument hyper sophistiqué, gardé jour et nuit par des mercenaires lourdement armés, il faut le savoir. Et ils entreposent là toutes les semences du monde entier. Non pas pour en faire un patrimoine mondial, voyez-vous, de protection style de l'UNESCO, mais évidemment pour mieux les breveter. Et qui dit brevet, dit argent, dit bénéfice. Évidemment, dit vente, dit bénéfice. Et les breveter, parce qu'à partir du moment où on transforme une plante et qu'on la transforme en OGM ou en variété hybride, on peut la vendre, on peut la breveter, on peut la vendre et on peut évidemment enclencher et engranger un maximum de bénéfices. Donc ça, c'est le domaine de Soros. Après, vous avez le domaine de Bill Gates, pardon. Et après, vous avez le domaine de Soros, puisque vous l'aviez noté tout à l'heure, cité tout à l'heure. Alors Soros, son domaine, lui, c'est plus les coups fourrés, les coups d'État, tous les printemps arabes qu'on nous a vendus comme étant les printemps ouvrant certains pays à la démocratie. En réalité, ça a plus détruit les pays que ça les a fait progresser. Et tous ces soulèvements aussi du Black Lives Matter, etc., et qui a derrière, c'est Soros. Ça, c'est son domaine à lui. Et il a aussi un petit domaine avec les laboratoires de haute recherche, de haute sécurité en recherche épidémiologique et virologie, puisque j'avais appris il y a peu, en fait, grâce à un ami écrivain qui avait sorti un excellent livre sur le coronavirus, sur toute l'époque, là.
Et en fait, j'avais appris que... On fera attention, hein, Claude Janvier, à ce que l'on dit sur ce sujet, puisque sur les ondes hertziennes, ça ne pose pas de problème. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, vous le savez. C'est entendu. Donc voilà, de toute façon, je n'en dirai pas plus sur cette période. Mais en réalité, ce qui était intéressant, c'est que Soros a ouvert et financé et ouvert un laboratoire de haute recherche de sécurité juste à côté de celui qui est à Wuhan, que tout le monde connaît, celui de Wuhan, inauguré par Cazeneuve à l'époque de François Hollande, etc. Eh bien, Soros en a fait construire un, pas loin. Tiens. Alors, je ne me souviens plus du nom de la rue, mais en revanche, je me souviens très bien du numéro. C'est au numéro, et vous allez rire, c'est 666. Ah bah, je m'attendais bien à quelque chose de cet ordre. Ça ne s'invente pas. Ah non, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc ça, c'est le domaine. Donc on a Gates, on a Soros, et maintenant nous arrivons aux GAFAM. Les patrons des GAFAM, Google, Facebook, Jeff Bezos, anciennement Amazon, puisque maintenant Jeff Bezos fait autre chose. Et là, vous remarquerez que eux, ils contrôlent l'information. Et justement, vous parliez, à l'instant, vous évoquiez quelque chose qui pourrait arriver. Eh bien voilà, nous rentrons dans le domaine de Google, qui contrôle quand même sérieusement l'information. Nous rentrons dans le domaine de Facebook. Il suffit de voir comment Facebook aujourd'hui est laminé par dès que vous mettez quelque chose, oulala, ça peut très vite être mal pris, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'eux contrôlent l'information quand même, et contrôlent ce qui doit être écrit et divulgué sur Internet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a toujours présenté donc ceux qui ont fondé Google et Facebook, et même Jeff Bezos d'ailleurs, comme des petits génies. C'est vrai que ce sont des petits génies, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que la légende urbaine, vous savez, on nous a toujours vendu ces gens-là en disant « Oh, ils ont commencé dans des petits garages. » Non, bah, bien sûr. Machin. Sauf que, en réalité, ils ont tous été approchés par la CIA et financés par le fonds Carlyle, le fonds souverain dès le début de la CIA. Ah ben, ça aide, si vous voulez, pour créer un empire, ça aide. Parce que franchement, on nous a vendu Jeff Bezos, on se disait, oh, le petit libraire, il a commencé, puis il a eu l'idée géniale d'envoyer ses livres et tout par la poste. Oh, fantastique, je pense que n'importe quel libraire aurait eu la même idée. Jusque-là, il n'y a rien de... Bon, bref, c'est pas très original. Sauf que pour avoir développé un empire comme ça, il ne l'a pas développé avec $5 000. Donc, oui, en plus, on a affaire à des personnalités assez plutôt originales, dont on peut s'interroger en effet sur les capacités véritablement managériales de gestionnaires de ces grands groupes. Et on comprend mieux, en effet, avec ce que vous dites et avec ce surplomb des 13 grandes familles, que finalement, ce ne sont pas eux qui dirigent le monde, et qu'ils ne sont en effet que les bouffons et les féaux de suzerains qui, eux, vivent heureux. Vivons cachés, vivons heureux. Ouais. Mais alors, une petite question de curiosité. Pour la famille royale britannique, qui n'a pas une fortune si gigantesque que ça, qui est pas... Comment se fait-il qu'elle soit une des 13 familles dans Vanguard ? Est-ce qu'on considère que son influence sur le monde est encore si grande que ça puisse justifier son intégration à Vanguard ? Oui, son influence sur le monde est quand même très très grande, et effectivement cela justifie sa présence au sein de Vanguard. Oui, absolument, oui. Oui. Il y a des liens aussi quand même étroits entre la famille royale d'Angleterre et la City de Londres, enfin tout le monde de la finance qui est établi. Oui. Même si la City est très indépendante, il y a quand même des liens étroits, quoi. Et cette famille, oui, absolument. Mais vous avez, en fait, dans votre question, vous avez la réponse. C'est ça. Donc, ces grandes familles, non seulement amassent des milliards, mais aussi, j'imagine, puisque s'ils maîtrisent les médias, c'est qu'ils ont aussi une action dans le monde. Et qu'ils se mêlent de beaucoup de choses, et peut-être aussi de géopolitique éventuellement. Oui, absolument. Mais vous savez, au-delà, le problème avec cette haute finance internationale, c'est qu'au-delà de vouloir sans arrêt accroître leurs capitaux, accroître leur domination sur le monde et rester effectivement tout en haut, il y a aussi le côté, faire consommer
amener la majorité des peuples de la Terre à consommer ce que eux veulent que vous consommiez. Ouais. C'est-à-dire, si vous remarquez, depuis 10-15 ans maintenant, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne bien. Aujourd'hui, par exemple, je vais m'abonner à Netflix, et Netflix, j'aime bien les films japonais, parce qu'en fait, je suis assez féru de films japonais, donc je commande un film japonais, et vous allez... Alors, déjà, vos informations que vous allez rentrer chez Netflix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles vont toutes partir chez Microsoft. Microsoft appartient à Bill Gates, évidemment, puisque c'est lui qui a quand même créé la société. À partir de là, vos goûts sont analysés par un robot quelque part, et après, vous allez pouvoir constater que dès que vous allez vous mettre à l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone portable, vous allez avoir des publicités vous incitant à acheter ou à visionner des films japonais. Et donc, en fait, ils ont envie, ce qu'ils veulent, c'est contrôler la majorité des gens afin qu'ils continuent à consommer ce qu'ils ont envie de vous vendre. Donc, d'un côté, ils veulent s'assurer la suprématie financière de la majorité des grosses entreprises planétaires, et de l'autre, ils veulent accroître leur contrôle envers la majorité de la population planétaire en leur faisant consommer ce que eux ont envie de vous faire consommer. C'est très intéressant. Vous voyez, il y a la collecte des informations aussi, parce qu'en fait, on en arrive à un crédit social. C'est-à-dire le crédit social aujourd'hui n'est pas juste l'apanage de quelques villes chinoises, mais en réalité, nous sommes en plein dans le crédit social en Europe. Aujourd'hui, notre plaque d'immatriculation de voiture, elle est flashée, reflashée, et tout le monde sait où vous habitez, qui vous êtes, etc. Donc, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre aussi ce volet, c'est-à-dire qu'il y a le côté domination financière, il y a le côté aussi domination de la majorité de la population de la Terre, de façon à bien continuer à contrôler tout le monde. Alors c'est dans le cadre, au sens étymologique du mot, à vous écouter, de ce qu'on appelle la séduction. C'est-à-dire la séduction, c'est être placé sous l'objet de votre désir et les faire consommer de telle manière et en tirer toutes les énergies par ce biais-là. C'est vraiment ce que vous dites, c'est troublant parce que c'est la quintessence même du mot séduction. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est un monde orwellien, en fait, qui se cristallise et qui a des relents de comtisme. Vous savez, le philosophe Auguste Comte, polytechnicien, rationaliste, qui disait que le bonheur de l'humanité passerait par une gestion rationnelle des choses et des gens, en dehors de toute chimère, entre guillemets, dans l'esprit d'Auguste Comte, religieuse, spiritualiste ou autre. Et au fond, cette oligarchie financière mondialiste s'imagine, je pense, qu'au-delà de son enrichissement perpétuel, elle œuvre, au fond, pour le bonheur d'une humanité, en quelque sorte sous anesthésie générale, mais plongée dans une sorte de béatitude consumériste, en fait. C'est pas faux, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'idéologie qu'il y a derrière ces 13 grandes familles, et puis un peu même leurs serviteurs zélés comme Gates, Soros, etc. C'est qu'ils ont quand même une idéologie malheureusement assez mortifère. Oui. Ils ont un mépris quand même viscéral envers les gens, envers la majorité des peuples. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont apatrides. En fait, ils n'ont pas une nationalité réelle. Ils ne sont pas attachés à une nationalité. Il se trouve qu'ils sont beaucoup anglo-saxons, mais en réalité, ils sont pas du tout. Ils n'ont pas une once de nationalisme. Au niveau religieux, ils ne le sont pas. Alors, entre guillemets, ils sont assez versés. Ils peuvent être versés, mais pas tous, sur des formes de religieux, une forme satanique un peu de religion avec des
des espèces de... bon, bref, je ne sais pas trop comment... Vous avez des éléments, vous avez des éléments factuels, vous avez dans vos enquêtes sur cet aspect-là? Oui, c'est-à-dire j'ai enquêté un peu sur, par exemple, Feu, le Bohemian Club, qui a définitivement fermé en 2021 de mémoire. C'est vrai que le peu d'éléments dont on a pu disposer, parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y avait très peu d'éléments qui filtraient donc de leurs réunions secrètes. Il y avait quand même, c'était un peu étrange, quoi. Ils brûlaient des effigies, il y avait des espèces de messes noires, ça frisait les orgies. C'est un peu étrange, quoi. Qui fréquentait le Bohemian Club, la haute, tout le gratin, je dirais tout le gratin mondial, y compris, même d'ailleurs pas uniquement américain, bien évidemment, ni anglo-saxon, c'est-à-dire il y a aussi des Européens, etc. Donc là, on parle du gratin, on parle de hauts financiers, on parle de hauts patrons, etc. Après, mais ce qui est intéressant et ce que je mets un peu en exergue dans mon livre entre la finance internationale et il y a aussi l'autre fléau qui est qui sont les réseaux pédocriminels que je traite aussi un peu dans mon ouvrage. Et ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'il y a quand même une collusion, mais pas que, quand même, entre la haute finance internationale et certains réseaux pédocriminels. Et là, on en arrive à l'affaire Epstein, qui a éclaté il y a peu et qui a mis en exergue quand même un certain nombre de soirées, de rendez-vous et de week-ends un peu glauques sur l'île privée d'Epstein. Voilà. En revanche, on n'a jamais pu avoir les listes réelles des politiciens et des hauts financiers qui étaient présents. On a eu des listes d'artistes du showbiz, oui, qui ont fait quelquefois des voyages sur cette île, mais les politiciens, les financiers, curieusement, on les a pas. On n'a pas les listes. Donc voilà, c'est en ce sens que cette oligarchie financière mondiale internationale est quand même assez glauque au niveau de leur idéologie et au niveau de leur plaisir, quoi, de leur débauche, quoi. C'est assez lourd, quand même. C'est pas du léger, quoi. Tout à fait. Claude Janvier, pour avancer un petit peu là dans nos discussions, je suppose aussi que ces grandes familles et puis leurs obligés, leurs serviteurs zélés, comme vous les appelez, on a Soros dont vous nous avez parlé, s'intéressent, ils vendent de tout. On a dit l'importance de Vanguard, de BlackRock sur l'industrie pharmaceutique, mais ils n'investissent certainement pas que sur la santé. On imagine qu'ils sont aussi des vendeurs. Vous disiez qu'ils étaient mortifères. Ils sont peut-être aussi vendeurs d'armes, vendeurs de morts. Et de là, est-ce qu'ils s'intéressent aussi, ces familles, aux zones de conflit dans le monde ? Mais ils sont très intéressés par les zones de conflit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock et Vanguard sont actionnaires de tout le complexe militaro-industriel américain, mais aussi de tous les complexes militaro-industriels européens. Ça, c'est clair. Ils sont tous actionnaires. Après, on en arrive effectivement à qui finance les guerres et pourquoi. Eh bien, oui, on en arrive encore et toujours à cette oligarchie financière mondiale qui a tout intérêt, comme ils ont des actions dans toutes les usines d'armes et comme ils contrôlent tous les États européens aujourd'hui, ils ont tout intérêt à ce que les guerres continuent. Et c'est malheureux parce que c'est pour ça que le conflit russo-otanusien via l'Ukraine risque de perdurer encore malheureusement quelque temps. Et ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec la bande de Gaza, c'est aussi un conflit armé qui fait tourner beaucoup le complexe militaro-industriel et donc les usines d'armement. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé grâce à mon épouse d'ailleurs, qui m'a rappelé qu'en 1992, et je fais une petite digression, Fidel Castro disait, et ça c'est quand même très intéressant, il disait voilà, la prochaine guerre sera en Europe entre la Russie et le fascisme,
sauf que le fascisme sera appelé démocratie. Il a dit ça en 92, l'année de Maastricht. Il a dit ça en 92, Fidel Castro. Et là, je trouve cette déclaration, pour l'époque, visionnaire. Oui. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais comment pourrait-on analyser l'articulation entre cette oligarchie financière, notamment des 13 familles de Vanguard et leurs affidés, et la nation américaine, et je dirais l'empire américain? Comment les deux s'articulent? L'oligarchie financière mondiale finance et place des gens dans tous les gouvernements, y compris dans le gouvernement fédéral américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette oligarchie place des gens à la tête, s'arrange pour placer des gens à la tête des pays qui vont leur être fidèles. En compensation, bien, ceux qui sont placés à la tête des pays vivent bien, ont des bons salaires, ont des bons avantages, ont des voitures de fonction, des chauffeurs, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens ne sont pas plus intéressés que cela à la politique, mais sont beaucoup intéressés à la padulie, à la cupidité. C'est ça la chose qu'il faut comprendre aussi. Et puis, la politique est une chose complexe. Je pense que la politique états-unienne, encore plus que la France, puisque quand même les États-Unis, c'est quand même 370 millions d'habitants, ce qui n'est quand même pas rien à gérer. C'est un peu plus complexe que de gérer 67 millions en France d'habitants, mais il y a tout le complexe quand même à la tête, militaro-industriel américain, qui a un contrôle quand même sur les usines d'armement que l'on vient d'évoquer, qui a un contrôle aussi sur les finances, etc. Donc en fait, au-dessus, nous avons toujours cette oligarchie qui donne les ordres. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et peut-être un sujet que nous n'avons pas évoqué, alors je ne vais peut-être pas pouvoir avoir le temps de l'évoquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, on évoquait le qui, bon, on l'a évoqué, les 13 grandes familles, on a évoqué les valets. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est comment font-ils pour abêtir de plus en plus toutes les sociétés occidentales et les amener là où ils veulent que ces sociétés arrivent. Et là, ils utilisent des chevaux de Troie ils les envoient, donc ils les font pénétrer dans toutes les couches des sociétés. C'est ainsi que dans toutes nos sociétés, et pas que la France, malheureusement, tous les pays européens et les États-Unis n'y font pas exception, nous avons effectivement des chevaux de Troie concernant la santé. Bon, ça, c'est un domaine qu'on a vu arriver en 2020. Maintenant, nous avons aussi un autre cheval de Troie qui est sous la forme climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, il est au premier plan et on nous en sert, je dirais, tous les jours. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est qu'aujourd'hui, les programmes soi-disant écologiques qui n'en sont pas sont poussés, alors qu'en fait, si on est un tant soit peu alerte sur les rapports émanant de scientifiques, d'ailleurs, on peut s'apercevoir que toute cette écologie soi-disant énergétique va pas dans le bon sens, que ce soit les éoliennes, les usines de méthanisation, etc. Ça, c'est donc un autre cheval de Troie pour effectivement continuer à affaiblir les pays. Après, nous avons un autre cheval de Troie qui est ce fameux lobby prépondérant de plus en plus, et je fais référence ici au lobby woke et au lobby LGBTQ+, qui devient un lobby extrêmement dangereux parce qu'il sape de plus en plus toutes les valeurs de nos sociétés, les valeurs familiales, religieuses, sociétales et culturelles. Et on est en pleine perversion de plus en plus, on est en pleine débauche. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas nouveau, mais tout ça, ça a été une montée progressive pour en arriver aujourd'hui où ces lobbies sont extrêmement dangereux. Mais qui pousse ces lobbies ? En réalité, c'est toujours cette oligarchie financière mondiale afin de mieux contrôler toutes les sociétés. Merci Claude Janvier. On va revenir très vite avec vous, juste après ce petit bobino. Mieux et on se sent bien, on se sent très bien actuellement sur Radio Courtoisie dans ce livre journal de géopolitique profonde, préalablement enregistré, mais nous avons tenu durant tout l'été à être présents
et de vous fournir des contenus totalement nouveaux et non pas des rediffusions, chers auditeurs. Donc nous sommes en compagnie dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie avec Laurent Arthur Duplessis, qu'on ne présente plus sur Radio Courtoisie, le patron d'émission entre autres du libre journal de la crise, et puis de notre invité principal dans ce grand angle qui n'est autre que Claude Janvier, l'essayiste, le polémiste, dont parmi les ouvrages maîtres et ceux qui nous intéressent et nous interpellent particulièrement aujourd'hui, il y a Les Démasqués, qui dirige réellement le monde, et l'État profond français, qui, comment, pourquoi, aux éditions KA. C'est bien ça, aux éditions KA. C'est ça. Claude Janvier. C'est bien cela, c'est KA Édition. Oui, ouais. KA Édition, voilà. C'est ça. Très bien. Donc, j'aimerais qu'on revienne, avant peut-être d'évoquer, puisque Laurent a voulu vous poser une question sur l'articulation finalement entre ces grandes familles et l'Empire américain. Et moi, j'aimerais aussi avoir à un moment donné un moment d'interrogation sur l'articulation entre toujours ces grandes familles et l'État profond français, parce qu'il n'y a pas qu'un deep state américain. Peut-être revenir quand même une fois sur l'Ukraine et sur la mise en coupe réglée déjà concrètement de l'Ukraine, peut-être des espoirs bien plus importants avec le démembrement, semble-t-il, qui est dans les agendas de la Russie, quoique Poutine, et on peut le comprendre, ne se laisse pas faire. Donc, est-ce que et comment ce capitalisme financier, ce mondialisme s'y prend, je dirais, pour mettre en coupe réglée justement aujourd'hui l'Est de l'Europe et en particulier l'Ukraine? Eh bien, on en arrive en fait à parler, et ça on l'expose dans notre livre, mon ami François Lagarde et moi, donc l'État profond français, on en arrive à exposer les ETF. C'est cette fameuse création d'un produit financier qui s'appelle ETF, Exchange Trade Fund. C'est un produit financier qui a émergé dans les années 90, donc déjà ça commence à dater un peu, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit financier qui est en fait, qui est assez anonyme dans le sens où on ne sait pas trop ce que ça finance, mais c'est un produit financier qui a été créé, qui a été créé soit par des États, qui peut être créé par une banque privée, qui peut être créé par une institution. Alors, ce qui est intéressant avec un ETF, c'est que ça suit l'indice boursier du pays dans lequel il est émis. Ça veut dire que si l'État français demain crée un ETF, et ben cet ETF va suivre le cours de la bourse, donc de la bourse française, donc du CAC 40. Donc quand le CAC 40 monte, cet ETF monte, et quand il descend, bien évidemment, il baisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que des Français investissent. On peut acheter une part d'un ETF, tout comme on peut acheter une action, une obligation. Et en réalité, un ETF, c'est comme si on mettait un pot et à l'intérieur, tout un tas d'argent arrive. Et après, cet ETF sert à financer ce que les États veulent. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que qui finance aujourd'hui réellement les usines d'armement, qu'elles soient françaises ou même européennes et aux États-Unis, eh bien, c'est financé via des ETF. Alors, c'est si vrai que quand le président Poutine a lancé son opération spéciale le 24 février 2022, donc en Ukraine, en juin 2022, donc quelques mois plus tard, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, à l'époque, créait un ETF spécial donc, au sein de l'OTAN, dans lequel les 22 pays de l'Alliance ont adhéré et mettent de l'argent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et je vais citer, si vous le permettez, donc la déclaration de Stoltenberg à l'époque. Il s'est exprimé, voilà ce qu'il a dit. Ce fonds est unique en son genre. Grâce à son horizon d'investissement à 15 ans, il va permettre de développer des technologies naissantes qui ont le potentiel d'induire des changements profonds pour notre sécurité dans les décennies à venir, en soutenant l'écosystème d'innovation de l'Alliance, ce qui renforcera la sécurité de la population de nos pays, soit
1 milliard de personnes. Et donc, le 1er août 2023, un petit peu plus tard, 23 pays de l'Alliance, donc de l'OTAN, sont officiellement devenus associés commanditaires du fonds de l'OTAN pour l'innovation qui s'appelle NIF. Et c'est le premier fonds de capital risque multi-souverain qui va investir 1 milliard d'euros dans des startups technologiques du secteur, devinez, de la défense. Et voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fonds de l'OTAN, là, celui dont je viens d'évoquer, il a réalisé quand même, depuis 2023, plus de 18% de profit. Pas mal. Et ces ETF, donc là, en l'occurrence, c'est cet ETF qui fonctionne, effectivement, qui fait fonctionner le complexe militaro-industriel, donc des pays de l'OTAN. Et c'est cet ETF qui alimente la machine de guerre donc de l'Alliance, donc de l'OTAN, contre la Fédération de Russie via l'Ukraine. Mais il y a aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les usines, qui investit, qui sont les clients des usines d'armement, ce sont les États. Hein. C'est pas en général des personnes privées, c'est pas des sociétés privées. C'est-à-dire que toutes les usines d'armement aujourd'hui, qu'elles soient européennes ou américaines ou même dans le monde entier d'ailleurs, sont contrôlés par les États. Ce sont les États qui les contrôlent. Donc, on voit bien toute cette machine de guerre qui n'a aucun intérêt, en fait, aucun intérêt pour eux que la guerre s'arrête. Et c'est ça le drame. Ça veut dire qu'ils vont essayer de faire perdurer ce conflit le plus longtemps possible. Et malheureusement, ce ne sont pas les États-Unis qui vont subir les lourdes conséquences, mais bien l'Europe. Et on le voit bien d'ailleurs. L'Allemagne est au plus mal au niveau économique puisqu'elle ne bénéficie plus du gaz russe. Donc l'économie allemande est en train de plonger. Quant à la France, on est en train de plonger aussi parce qu'on est en train de brader via Emmanuel Macron, on est en train de brader, notre pays. Donc, mais c'est ça qui est. Et ce qui est malheureux, c'est que des Français, par exemple, en achetant des parts dans des ETF, ne savent pas qu'une partie de leurs impôts sert à financer, donc, en partie, la guerre en Ukraine. Et oui. Mais alors, justement, Claude Janvier, à travers ce que vous venez de décrire là, et qui est tout à fait passionnant, ne pourrait-on pas penser que les 13 familles de Vanguard sont comme des jockeys qui chevauchent un cheval qui est l'Empire américain, qui, par sa dynamique justement d'empire, sa dynamique impériale, sa dynamique hégémonique, leur sert d'instrument pour subborner en quelque sorte la planète. Ah bah, Bonne vous question. avez tout à fait raison, c'est une excellente question et je ne peux que vous dire que vous avez totalement raison. Hein. C'est tout à fait cela. C'est là qu'est l'articulation entre cette oligarchie financière mondialiste et l'Empire américain. Parce qu'il faut quand même un outil militaire et politique et géopolitique, malgré tout, et notamment parce qu'en face, il y a la position de la Chine et puis de la Russie aussi. Et cet outil géopolitique, c'est quand même l'Empire américain. C'est ça, mais tout à fait. Et puis, bon, l'État français, etc., mais en deuxième ou troisième rang. Mais l'outil principal, c'est l'hégémon américain. C'est ça, oui, non, mais c'est tout à fait cela. Hein. Alors, le rêve, effectivement, de cette hégémonie financière, mais ça, c'est un vieux plan, hein, c'est pas un plan qui date d'hier, ça serait effectivement de dépecer la Russie et de la fragmenter en une multitude d'États pour mieux la piller. Ça, c'est le rêve ultime de l'oligarchie financière mondiale parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer en Russie. 17 millions de kilomètres carrés, 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières. Bourrés de matières premières. Surtout au moment où on a besoin de beaucoup de métaux ferreux et non ferreux maintenant. Et la Russie en regorge. Eh ben absolument. Et ça, c'est le grand rêve. C'est le grand rêve américain, enfin oligarchique, hein, depuis très longtemps. Mais ils n'y sont pas arrivés.
ils n'y sont pas arrivés, et heureusement d'ailleurs pour le bien-être de la Fédération de Russie, mais aussi je pense du reste du globe, pour l'instant la Fédération de Russie tient bon. Et heureusement. Est-ce que peut-être, Claude Janvier, on pourrait maintenant venir sur cet ouvrage sur l'État profond français, qui, comment, pourquoi Laurent Arthur Duplessis nous explique que ce n'est qu'en second ou troisième niveau que ces braves gens s'intéressent à nous. Mais après tout, même si la France, alors ce n'est pas là, on va dire, des armes militaires, mais sur le plan symbolique, la France, elle a un rôle mondial aussi. Oui. Et je pense que s'assurer le contrôle de ce pays qui a souvent été un caillou dans la chaussure, un poil à gratter, est aussi parmi les éléments à surveiller pour cette oligarchie mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Janvier ? Je retire le troisième niveau. Je me rabase que sur le second niveau. Très bien. J'en pense que oui. Alors, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que la France était, j'ai presque du mal à parler au présent maintenant, était un pays très riche quand même. La France a toujours été un pays riche. Riche en industrie, riche en économie, riche de par notre culture aussi. La culture et le rayonnement de la France, c'est quand même quelque chose. Mais était, parce que maintenant, ça devient difficile. Sauf pour les armes. Parce qu'en 2024, nous avons quand même eu le triste record de décrocher la médaille d'argent de vente d'armes dans le monde, juste derrière les États-Unis. Ça, c'est quand même quelque chose qui est digne d'être exposé. On a toujours été second ou troisième, hein, avec les Russes, les Américains, les Russes et nous. Hein. Alors, on était les troisièmes. C'est ça, on était les troisièmes et nous avons ravi la deuxième place, je ne sais pas quelle nation, mais en 2024. La Russie, je pense. Donc voilà. Alors après, effectivement, étant un pays riche, eh bien, ça attire les convoitises étrangères. Bercy, donc on le note dans notre ouvrage, est le centre névralgique du pouvoir en France, parce que c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est le ministère du budget. Donc effectivement, ma foi, ça ne peut qu'attirer les convoitises étrangères. Et alors, ce qui est avec l'émergence donc de BlackRock, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, BlackRock a pignon sur rue maintenant dans Bercy, le cabinet McKinsey a pignon sur rue dans Bercy. Mais comment ont-ils pignon sur rue à Bercy ? C'est très simple, BlackRock a été reçu déjà 2-3 fois par le président Macron. Donc lorgne beaucoup sur nos retraites, ils aimeraient bien d'ailleurs, effectivement, voilà. Et c'est vrai que et quand on regarde tous les contrats que le cabinet McKinsey a passés avec l'Élysée, c'est quand même faramineux, quoi. Donc il y a une poussée de BlackRock et donc de l'oligarchie financière mondiale sur Bercy. Alors après, au niveau de l'État profond, ce qu'il faut comprendre, et c'est intéressant que les auditrices et auditeurs comprennent bien, l'état profond, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ça veut dire que beaucoup de gens ont tendance à se dire, oui, état profond, oui, c'est le président, parce que le président, il est issu de blablabla, ou ça peut être des ministres, etc. Mais non, justement, l'état profond, c'est ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire en France, mais aux États-Unis, c'est pareil, et dans les autres pays européens, c'est pareil, c'est la haute administration publique et la haute sphère privée. Et c'est ça que nous mettons en exergue dans notre livre, mon ami François Lagarde et moi-même. C'est cette collusion de plus en plus évidente entre la haute fonction publique et la haute fonction privée. Alors, quand un haut fonctionnaire d'État passe dans le privé, on appelle ça du pantouflage. Et quand un haut patron privé passe dans le public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Mais il y a une collusion entre le domaine public et le domaine privé. Et il est tout à fait anormal que le domaine privé empiète et vienne sur les plates-bandes donc du domaine public. Une petite exemple très vite là-dessus, Emmanuel Macron a été élu en 2017 grâce à l'agence Still & Holt, créée en 2013 par un monsieur qui s'appelle Sylvain Faure, qui était à l'époque un des conseillers d'Emmanuel Macron.
Sylvain Faure a créé cette agence de communication, et quand on regarde un peu qui compose le cabinet de direction de cette agence, c'est du haut niveau en matière carnet d'adresses financières, etc. Et en fait, c'est Sylvain Holt, avec cette agence, qui a obtenu les 8000 articles de presse écrits pour faire élire Emmanuel Macron, sans compter les interviews télévisées et sans compter les interviews de radio. Donc on voit bien collusion entre une agence privée qui a fait élire Emmanuel Macron avec la complicité des réseaux français, hein, ça c'est clair. Mais c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que personne ne connaît, ou très peu de gens connaissent, l'existence de cette agence Holt. Et pourtant, c'est cette agence qui a fait élire Macron, qui était quand même, je le rappelle, totalement inconnue du grand public dans les années 2015-2016. Emmanuel Macron, il était ministre à l'époque, un ministre à Bercy sous François Hollande. Mais à part ça, il était totalement inconnu du grand public. Et tout d'un coup, il a été propulsé au sommet de l'État. Donc voilà, ça, c'est l'État profond français. Mais cet État profond français, vous pouvez le calquer, on peut le transposer, je dirais, donc aux USA, ou on peut le transposer en Allemagne, enfin, je veux dire, un État profond. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas qu'un État profond est mal en soi. Moi, je veux dire un État profond, s'il va dans le sens du bien commun. Moi, je n'aurais rien contre le fait qu'un État profond, à partir du moment où il va dans le bien commun. Or, il y a des intérêts à long terme. Et des intérêts à long terme d'un pays. C'est ça, normalement, un État profond. Il est censé aller au-delà de l'écume politique. Mais ce n'est pas du tout ce que c'est en train de devenir. Absolument pas. Et c'est ça qui est condamnable. Et là, on voit que Macron, quand il a bradé des bijoux industriels français aux industriels américains, on voit aussi là comment l'impérium américain sert de poulie de relais, de structure de relais à cette oligarchie financière mondiale pour mettre la main sur la France. Absolument. Absolument. Mais d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Rothschild, puisqu'ils sont avant-garde. Hein. Bien, quand même, 73, la loi dite de Rothschild, Pompidou qui quand même a travaillé à l'époque, mais travaillé chez Rothschild. Donc il y a eu cette fameuse loi de 73 dite de Rothschild, qui quand même a commencé à aborder la spirale descendante de l'économie française, puisque je le rappelle, en 73, l'État français pouvait emprunter à la Banque de France pour un taux quasiment à zéro. Et quand cette loi dite de Rothschild 73 a été votée, l'État a commencé à payer des intérêts, etc. Et nous retrouvons Emmanuel Macron qui a fait un stage chez Rothschild. Intéressant. Donc on a donc du privé qui interfère avec le domaine public. Et on voit par exemple que cette oligarchie financière, comme vous le montrez très bien, est en train d'exercer une prédation sur les actifs économiques financiers ukrainiens et se régale des destructions infligées à l'Ukraine par la guerre pour pouvoir ensuite se repaître des délices de la reconstruction de l'Ukraine. Et en attendant, a déjà d'ailleurs mis la main sur pas mal de richesses, notamment agricoles par exemple. Oui, absolument. En guise de hors-d'œuvre, si on peut dire. En guise de hors-d'œuvre. Ah ben c'est ça, mais de toute façon, il va y avoir un dépeçage total de l'Ukraine. Ça, c'est clair. C'est clair qu'en finalité, ce qui va se passer, alors dans combien de temps, ça, on ne sait pas, mais ce qui va se passer, c'est que de toute façon, les régions du Donbass vont être attachées à la Russie, ça c'est clair. La Pologne va peut-être revendiquer une petite partie de l'Ukraine, etc. Il ne va pas rester grand-chose réellement de l'Ukraine. Et il y a le problème à régler de la Transnistrie de l'autre côté, qui est ce petit État qui a fait sécession et qui est coincé entre l'Ukraine. Du côté d'Odessa, oui. Voilà, du côté d'Odessa. Mais en gros, c'est ça. Et c'est vrai que qui a fait main basse pour l'instant sur les grandes terres agricoles ukrainiennes, eh bien, on en revient toujours au même. Y compris d'ailleurs les grands céréaliers français, parce que les grands céréaliers français sont malheureusement présents, je parle de grands céréaliers français, je ne parle pas du petit ou du moyen, sont présents en Ukraine déjà depuis un bon moment, bien avant le déclenchement spécial du président. Mais la part léonine, c'est quand même les grandes sociétés américaines, non ? Oui.
Absolument. C'est elles qui ont la majeure partie des terres à blé installées sur le Tchernozem, la très riche terre ukrainienne, avec 1 mètre de terre organique, 1 mètre d'épaisseur de terre organique, les terres les plus productives du monde, en fait. C'est exact. De toute façon, l'Ukraine a toujours été le grenier à blé de l'Europe. Hein. Oui. Donc, oui, tout à fait. Non, tout à fait. Effectivement, la grande part, c'est les anglo-saxons. Et d'ailleurs, à noter, Bill Gates, puisqu'on parle de terres agricoles, Bill Gates achète énormément de terres agricoles aussi aux USA. C'est-à-dire qu'il devient un propriétaire énorme d'une quantité énorme d'hectares aux États-Unis, à tel point c'est que ça commence à alerter un peu quelques personnes. On peut d'ailleurs remarquer que ces financiers qui ont le culte donc de la finance par définition commencent tout de même à s'inquiéter des fragilités de cette finance, du caractère de pyramide de Ponzi qu'est la finance mondiale. Et on en voit un certain nombre de ces financiers-là qui commencent à acheter des actifs tangibles, c'est-à-dire des terres agricoles riches, des actifs industriels, des infrastructures industrielles, des réserves d'eau potable, c'est-à-dire du concret, du tangible, peut-être pour le cas où il y aurait un effondrement de la pyramide de Ponzi financière à un moment donné. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui est quand même dramatique dans tout cela, c'est le côté humain, parce qu'en attendant, malheureusement, des gens meurent tous les jours, des civils meurent tous les jours, et c'est ça qui est totalement dramatique. Tout ça pour satisfaire la cupidité d'une certaine caste. Et ça, c'est vraiment détestable. Hein. C'est vraiment détestable et répugnant. Et c'est là l'énorme problème. Alors Claude Janvier, des éléments concrets par rapport à ces trafics financiers. Elon Musk, vous n'en avez pas parlé. Vous nous parlez de Bill Gates, de Jeff Bezos, du patron de Facebook. Est-ce que Elon Musk, il fait partie de ces serviteurs zélés, ou bien est-ce un électron libre? Alors on sait bien, l'électron libre, ça n'existe pas dans la nature. Hein. Vous pouvez toujours chercher. Il ne faudrait pas un électron libre dans la nature. Il va falloir l'arracher carrément de son noyau. C'est pas simple. C'est une expression qui me pose problème. Mais est-ce que Elon Musk, lui, joue un peu la folle du logis? Est-ce qu'il est incontrôlé, ou bien est-ce que c'est une autre face finalement de la même chose? Alors, c'est une bonne question, mais je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Je préfère vous le dire honnêtement. C'est le cas Musk pose point d'interrogation. Et c'est vrai qu'il est à la tête d'une fortune colossale. C'est vrai qu'il ne semble pas faire partie un peu de toute la mouvance que nous avons exposée. De l'autre côté, j'ai quand même en mémoire qu'avec son réseau de satellites Starlink, à un moment donné, c'est quand même lui qui avait renseigné les Ukrainiens face aux Russes. Alors après, il s'est calmé. Il a transformé Twitter Twitter qui s'appelle X maintenant a l'air effectivement un peu plus libéral et subit un peu moins de censure, bien que certaines personnes se font quand même censurer. Je sais pas. Le cas Musk est un peu étrange. Bon là, j'ai regardé Twitter ce matin suite à ce qui s'est passé à la tentative. Il apporte son soutien à Trump. Hein. Il apporte son soutien à Trump, donc effectivement, il l'a tweeté très vite et il demandait, d'ailleurs, il posait la question si on supportait Trump, oui ou non. Moi, j'ai répondu oui, parce que voilà. Mais effectivement, c'est un cas. C'est un peu une énigme, mais je peux pas, pour l'instant, je suis pas en mesure de trancher réellement. Est-ce qu'il y aurait au sein de l'État profond une partie qui échapperait justement à ces 13 familles et à ces serviteurs zélés et qui serait peut-être les représentants du véritable, ou de ce que devrait être un État profond, c'est-à-dire un État qui est comptable dans le long terme de l'intérêt des États-Unis d'Amérique, par exemple, qui soutiendrait aussi Trump,
par exemple. Oui, on en arrive au facteur humain. Je pense que le facteur humain est quand même quelque chose que personne ne peut prendre en compte. Enfin, personne ne peut prédire qu'est-ce que peut être les réactions d'un être humain en réalité. C'est vrai que si on parle de mondialisme et d'état profond, et on peut dire que le président Poutine, bien évidemment, par exemple, il est porté sur le mondialisme, mais il y a mondialisme et mondialisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a mondialisme dans le sens, OK, on peut favoriser le commerce mondial, les échanges mondiaux, c'est clair, c'est indéniable. De toute façon, on ne pourra pas faire machine arrière. Après, c'est dans l'application que ça se voit. Est-ce qu'un gouvernement qui est un État profond, parce qu'en fait, c'est cela, va dans le sens du bien-être du peuple, je l'ai effleuré tout à l'heure, va dans le sens du bien commun et fait prospérer une société, ou est-ce que l'État profond en question commence à détruire la société et ne va pas dans le sens du bien commun? Et on voit bien que, force est de constater qu'en Russie, si on compare le PIB russe à l'époque de l'effondrement du mur de Berlin, et si on le voit ce que c'était à l'époque où la Russie était totalement exsangue et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, il n'y a pas photo. Comme on dit. Si on prend la Chine, c'est pareil. Si on prend la Chine, l'époque juste après Mao, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la Chine a considérablement évolué et le PIB chinois aussi. Maintenant, si on prend les États-Unis et si on prend la France, malheureusement, force est de constater que là, il n'y a pas augmentation, il y a régression. Rien qu'aux États-Unis, il y a quand même à peu près aujourd'hui une centaine de millions de pauvres. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de SDF, de gens qui couchent sur les trottoirs dans les grandes villes. Moi, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a peut-être une vingtaine d'années. Je suis sûr, si j'y retournais aujourd'hui, je serais certainement surpris du nombre de pauvres et du nombre de SDF. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et en France, c'est pareil. Si on prend où on en est aujourd'hui en France, au niveau inflation, au niveau pouvoir d'achat, au niveau même santé économique, il n'y a pas de comparaison possible avec il y a 40 ou 50 ans en arrière. Les 30 glorieuses, ma foi, elles étaient ce qu'elles étaient. Elles avaient des désavantages, elles avaient des défauts, mais au moins, on pouvait du travail relativement assez facilement. Il y avait beaucoup moins d'inflation, il y avait plus de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat se réduit en peau de chagrin. Donc, on en revient. Est-ce qu'un pouvoir d'un État profond va dans le sens de l'amélioration de la société et du bien-être du peuple en question ou pas? Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder en premier. Mais alors, Trump, vous le classeriez comme un capitaliste, patriote, nationaliste, en fait? C'est ce qu'il est. Je veux dire, quand il a eu du temps de sa présidence, ça a été ça quand même. Ça a été American First. Hein. Oui. C'est quand même. Et vous savez, si aujourd'hui il a une tentative d'assassinat, je vais oser faire une hypothèse, mais du temps de sa présidence, il a été absolument contre le fait de continuer à faire la guerre aux quatre coins du globe. Oui. Et il a commencé à vouloir retirer effectivement les soldats américains de tout un tas de régions. Et ça ne plaît pas au complexe militaro-industriel américain. Est-ce que toute cette... Oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que s'il repasse, c'est exactement ce qui risque de refaire surface, c'est-à-dire American First, c'est-à-dire faire progresser son pays, arrêter de fomenter des guerres aux quatre coins du globe. Mais est-ce que le complexe militaro-industriel va le voir de cette heure? Et puis il y a un autre problème, il va se retrouver à un autre problème aussi confronté, c'est que l'hégémonie du dieu de dollar est en train de s'écrouler. Ah oui. C'est-à-dire que depuis que le président Poutine a mis un coup de pied dans la fourmilière en 2022, voilà. L'hégémonie du dieu dollar, on a pris un sérieux... Et c'est là où on voit que Vanguard a besoin de l'Empire américain. Oui. Oui, ça c'est sûr, ça c'est évident. C'est pour ça qu'un faux blessé, comme les USA en ce moment, comme l'OTAN d'ailleurs, il faut toujours se méfier des réactions d'un faux blessé. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Alors Claude Janvier, moi, parce que le temps
passe très vite, il reste très peu de temps et j'ai plein de questions un peu qui vont en dehors des sentiers battus parce que ça, on le sait tout ça. Parce que moi, j'aimerais savoir par exemple, cette belle engeance financière là, ces belles familles, est-ce qu'elles ont, parce qu'elles s'en prennent ou qu'elles essaient de dépecer ou qu'elles utilisent en effet certaines puissances dont l'Empire américain, mais est-ce qu'elles n'ont pas aussi une influence par exemple, exemple, la Chine. Est-ce que ces familles, est-ce que Vanguard, quand on voit par exemple, on parlait de l'OMS tout à l'heure, entre d'un côté Bill Gates, qui détient l'OMS avec Bill Gates, c'est pas la Chine. Est-ce que les Chinois, est-ce que finalement ces États profonds chinois ou même russes, disent certains, est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes poreux à cette influence, en partie tout du moins? C'est une bonne question. Ça peut être pour eux. Alors, la Russie, moins. Mais la Chine, ce qu'il faut comprendre avec la Chine, ce que peu de gens savent peut-être, c'est que la Chine, c'est un État fédéral. Ouais. C'est-à-dire, c'est un pays fédéral. C'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a le président à la tête, c'est clair. Mais en dehors de ça, il y a des provinces chinoises, ils ont des gouverneurs. Et chaque province fait à peu près ce qu'elle veut, obéit à qui elle veut. C'est comme ça que la province de Wuhan, d'ailleurs, que l'on connaît bien, obéissait plus aux USA et à l'Occident qu'à une autre. Donc, c'est pas si simple que ça à comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Chine est un pays de commerçants. Ils font du commerce. Basiquement, la Chine, si demain ils arrêtent de faire du commerce, la Chine n'existera plus vraiment. Donc ils ont tout intérêt aussi, les Chinois, à faire du commerce, à continuer à commercer avec tous les pays du monde. Et c'est vrai que la politique de Xi Jinping, c'est pas simple. Et puis en plus, attention, on ne gère pas un pays d'1,8 milliard de personnes comme on gère un pays de 67 millions comme la France, ou même que 370 millions aux USA. C'est que la Chine, c'est un pays extraordinaire. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. L'Inde, pareil, il y a beaucoup de monde. C'est pas des pays si faciles que ça à gérer. Alors, l'Inde aussi. C'est à peu près ce qu'il faut. L'Inde, et on peut voir dans les BRICS peut-être justement en tout cas une organisation qui cherche à lutter contre l'influence de ces vanguardes et autres. Absolument. Mais de toute façon, la partie est en train de se jouer. C'est on la connaît. C'est le monde unipolaire contre le monde multipolaire. Et le monde multipolaire, Russie, Chine, Inde, Brésil et les pays dits non alignés, Iran, Syrie, etc. Il commence d'ailleurs à y avoir des transactions internationales en yuan, en monnaie chinoise. Donc ça plaît pas à l'empire américain, parce que comme je le soulignais tout à l'heure, l'hégémonie du vieux dollar commence à pâlir, et c'est tant mieux. Un mot de conclusion, peut-être, Laurent Arthur Duplessis, il reste que 3 minutes. Eh bien, je crains que l'Empire américain, à un moment donné, cherche dans la guerre la solution à son déclin. Eh ben, question complémentaire que j'en viens. Est-ce que quand même ces milliardaires, ces grandes familles dont vous dites qu'ils veulent que l'on consomme ce qu'ils vendent, ont-ils réellement intérêt à la guerre, sachant que cette guerre risque d'être nucléaire? Moi, je vous pose la question à tous les deux. Eh bien, la question peut-être, c'est est-ce que l'Empire américain n'en fera qu'à sa tête à ce moment-là et échappera aux desiderata de Vanguard? La question aussi, c'est est-ce que ce serait une guerre nucléaire ou pas? Si c'est une guerre nucléaire, ça risque d'être effroyable. Si ce n'est pas une guerre nucléaire, ça va faire mourir malheureusement un tas de gens. Mais vous savez comme moi que quand un tas de gens meurent, après ça repart et ça reconsomme. Et eux, de toute façon, ne seront pas atteints. J'aimerais citer peut-être en conclusion très vite Paul Valéry. Paul Valéry, 1936, il écrivait: les guerres sont faites les guerres sont faites par une majorité de gens qui ne se connaissent pas, mais qui s'entretuent, au profit d'une minorité de gens qui se connaissent très bien, mais qui ne s'entretuent jamais. Oui. Mais effectivement,
la crise de 29 a donné la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être que la crise financière à venir, qui semble inexorable, va peut-être donner la Troisième Guerre mondiale. C'est malheureusement possible. Je ne le souhaite pas parce que les guerres, ça amène toujours plus de misère, de souffrance et de pauvreté, mais malheureusement, oui, c'est possible. Eh ben, merci à tous les deux. Claude Janvier, je rappelle 2 de vos derniers ouvrages, Les démasqués qui dirigent réellement le monde et L'État profond français, qui, comment, pourquoi. Et puis évidemment, Laurent Arthur Duplessis, spécialiste, s'il en est, de la Troisième Guerre mondiale. Et le dernier, c'est Au cœur de la Troisième Guerre mondiale, justement. Aux éditions Chancerie de Godefroy. Absolument. Ben merci à tous les deux. Merci, chers auditeurs, de cette écoute. Vous étiez dans le Libre Journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.